Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, en attendant que j'ai fini de transformer le panneau pour sa version 2, je voulais faire une vidéo, ça fait un moment que j'y pense, sur comment est-ce que j'ai calculé la puissance instantanée de ce panneau. Le seul truc qui va peut-être dérouter certains d'entre vous, c'est que il va falloir qu'on parle de certaines notions de physique de base entre guillemets, c'est-à-dire qu'est-ce que la température, qu'est-ce que la densité, qu'est-ce qu'un débit, pour pouvoir comprendre tout simplement comment appliquer la formule de calcul. Si vous êtes pressé, vous pouvez sauter toute la partie « je comprends de quoi on parle » et vous pouvez aller directement à la partie « comment ça s'utilise avec le diagramme ». Mais je pense que c'est plus sympa de comprendre ce qu'on fait, donc je vais essayer de vous l'expliquer. Je ne suis pas physicien de métier. Je vais employer des raccourcis, des analogies, des formulations un petit peu rapides pour essayer de rendre ça compréhensible. Pour calculer la puissance du panneau, on va avoir besoin de plusieurs choses. Un anémomètre, c'est un appareil qui mesure, je vais souffler, la vitesse du vent, c'est-à-dire que l'hélice va tourner et ici, ça va me donner une vitesse en mètres par seconde. Il va aussi falloir un thermomètre. Alors le thermomètre, je ne l'ai pas ici, il est à l'atelier, mais pour mesurer la température à l'entrée et à la sortie du panneau. Quelques stylos de couleurs différentes pour l'explication, une règle, un bloc-notes et surtout, on va avoir besoin de ça. La base de notre calcul, c'est ce diagramme qui s'appelle diagramme de l'air humide. Ce diagramme, celui-ci en tout cas, il s'applique à une pression atmosphérique donnée qui correspond ici sur celui-ci à une altitude de 300 mètres. Donc il va falloir qu'on comprenne ce qu'est la pression. Sur ce diagramme, on trouve énormément d'informations. La première en bas, ici, c'est la température de l'air sec. Donc, moins 5 degrés, 0 degrés Celsius, 5 degrés, 10 degrés, 15, 20, etc. C'est en bleu, ça correspond aux lignes bleues qui sont verticales. On trouve une autre information en rouge qui correspond à ces lignes qui, elles, sont incurvées, qui sont l'humidité relative en pourcent. Donc il va falloir qu'on comprenne qu'est-ce que c'est que l'humidité relative en pourcent. 10%, 15%, 20%, 30, 40, 50, jusqu'à 100% d'humidité relative. On trouve une autre information ici, en vert, l'humidité spécifique, qui est exprimée donc 0, 5, 10, 15, 20, en grammes d'eau par kilo de gaz. Les grammes et les kilos, ça mesure une masse. Donc on va aussi parler de qu'est-ce que c'est que la masse. La masse et le poids, ça n'est pas la même chose. Donc cette information, ça correspond aux traits verts horizontaux. On a une autre information en bas qui est le volume spécifique en mètres cubes par kilo de gaz. Le volume spécifique, on peut, dans le langage courant, on appelle ça la densité. C'est-à-dire, c'est pour 1 kilo de matière, quel est le volume que cette matière occupe. Ça correspond aux traits qui sont en marron et qui sont un petit peu en biais. Donc là, on lit 0,91, 0,89. Celui-ci est pas marqué, mais ça va être 0,90 et ainsi de suite. 0,87, 0,88. Ça veut dire que 1 kg d'air sec occupe
0,88 mètres cubes, puisque c'est précisé ici, l'unité est en mètres cubes par kilo d'air. Et on a une dernière information qui est la plus importante pour notre calcul, c'est l'enthalpie spécifique en kilojoules par kilo de gaz. Nous, comme on est sur un panneau solaire qui fonctionne à l'air, le kilo de gaz, il faut comprendre kilo d'air. Le joule, c'est une unité de mesure de l'énergie. On verra plus tard dans la vidéo comment on convertit un joule en watts. Donc, ce qu'on a ici en marron, en beige, ça correspond à l'enthalpie. L'enthalpie, ça mesure l'énergie totale du kilo d'air. Donc, moins 10, 0 kJ, 10 kJ, 20 kJ, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, etc. Donc, pour toutes ces unités, pour toutes les mesures qui sont portées sur ce diagramme, moi ce que je vous propose, c'est d'essayer de vous expliquer à quoi ça correspond, pour être capable d'appliquer le calcul de la puissance de votre panneau, mais aussi de le comprendre. La masse, ça mesure tout simplement la quantité de matière. La matière, c'est quoi? C'est des molécules qui sont faites d'atomes, qui eux-mêmes sont constitués en général, de protons, de neutrons et d'électrons. Un proton, il a une certaine masse, une certaine quantité de matière. Un neutron aussi, un électron aussi, même si elle est beaucoup plus faible. La masse, ça mesure ça. Si on prend l'exemple de, on va dire, 1 kg d'eau, 1 kg en masse. Alors, sur Terre, 1 kg d'eau en masse, c'est à peu près un cube de 10 cm sur 10 cm sur 10 cm. C'est-à-dire que le volume du cube fait 1 litre. On va retrouver dedans, c'est les petits points rouges, je ne les ai pas comptés, des molécules d'eau, H2O. Si on regarde à côté 1 kg d'or, en volume, c'est à peu près 20 fois plus petit. 19, je sais plus combien, peu importe. C'est-à-dire que 1 kg d'or occupe un volume dans l'espace qui est beaucoup plus petit que celui qu'occupe 1 kg d'eau, mais dans 1 kg d'or, on a la même masse, la même quantité de matière que dans 1 kg d'eau. Si vous vous rappelez des blagues de votre grand-père, c'est qu'est-ce qui pèse plus lourd, 1 kg de plomb ou 1 kg de plume? Et bien là, c'est la même chose. Le kilo d'or va être beaucoup plus, on va dire, compacté, beaucoup plus dense, beaucoup plus serré que le kilo d'eau, mais il y a exactement la même quantité de matière dans le kilo d'or que dans le kilo d'eau. Le poids. Le poids, c'est une force. C'est la force avec laquelle, la force d'attraction de la Terre, c'est la force avec laquelle la Terre vous attire et avec laquelle vous attirez aussi la Terre. Si vous vous souvenez de la pomme de Newton, en fait c'est Newton qui a découvert cette loi dite d'attraction universelle. Et cette loi, elle dit simplement quoi? Elle dit la masse attire la masse. C'est-à-dire que ici, ça c'est la Terre, très schématisé, on va dire c'est une sphère qui a une très grosse masse. Ça c'est vous ou moi, avec une petite masse, beaucoup plus petite. Cette loi, elle dit quoi? Elle dit que deux masses s'attirent avec une certaine force. Le poids, ça mesure ça. Cette force, elle dépend de trois choses. Cette masse-là, et de la distance, alors là on va dire entre mes pieds et, pour simplifier, le centre de la Terre. Plus je suis proche, plus la force est importante, plus les masses sont éloignées, moins la force sera importante. Ce qui est intéressant dans cette loi, c'est qu'en fait c'est symétrique, c'est-à-dire qu'on s'en rend pas compte quand on est sur Terre, mais on sent bien que la Terre nous attire, elle nous tire vers le bas. Mais vous aussi,
vous attirez la Terre exactement avec la même intensité, exactement avec la même force. C'est-à-dire que si vous faites du trampoline et que vous sautez, à partir du moment où vos pieds ne sont plus en contact avec la Terre, vous allez tirer la Terre vers vous, en même temps que la Terre va vous tirer vers elle. La seule différence, c'est que comme la Terre a une masse qui est énormément de fois plus importante que la vôtre, c'est plutôt vous, on va dire, qui allez vous déplacer, mais quand vous sautez, vous faites bouger un petit peu la Terre, d'une valeur qui est tellement microscopique que personne s'en rend compte, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Si on se déplace sur une autre planète, ou une lune, ou un satellite, ou n'importe quoi, plus petit que la Terre, donc dont la masse, alors ici on va supposer qu'elle est, mettons que c'est la moitié, hein. C'est-à-dire que cette lune-là, elle a une masse qui est 2 fois plus petite que la masse de la Terre. Si je me déplace à la surface de cette lune, je vais être tiré par la même loi. Ma masse à moi n'a pas changé. J'ai pas perdu de matière corporelle en me déplaçant, on va supposer. J'ai pas eu d'accident, j'arrive intact. Je contiens la même quantité de matière que sur Terre, mais comme la quantité de matière de cette lune est 2 fois plus faible, je vais être tiré. On va se tirer respectivement avec une force qui sera 2 fois plus petite que si j'étais sur la Terre. C'est pour ça que les astronautes, quand ils sont sur la Lune, ils sont capables de faire des sauts et de bondir de manière beaucoup plus importante que quand ils sont sur Terre, tout simplement parce qu'ils sont tirés beaucoup moins fort par la Lune qui ne sont tirés par la Terre. La notion de kilo associée au poids, c'est trompeur. La notion de kilo associée au poids, c'est bien une force et ça devrait se prononcer kilogramme force. Le kilogramme force, on l'utilise pas en unité de mesure physique. L'unité de mesure physique pour la force, c'est le newton, du nom du mec qui s'est pris une pomme sur la gueule sous un arbre. La densité, ou ce qu'on appelle techniquement, je pense, la masse volumique, c'est-à-dire quelle est la masse de matière qui est contenue dans un volume donné. Ici, à gauche, on prend un corps A, on s'en fout si c'est de l'eau, de l'or, du plomb, peu importe. Imaginons que le cube ici fasse 10 cm d'arête, donc ça me fait un volume d'1 litre. Dans ce volume d'1 litre, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atomes ou molécules, peu importe, du corps A. Maintenant, je prends un autre corps qui n'est pas du tout le même que celui-ci. Et je vais m'apercevoir que pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc la même quantité de matière, le volume occupé par ces 8 éléments, il n'est pas de 1 litre, mais il est de 1 demi-litre. C'est-à-dire que ce corps-là est 2 fois plus dense que celui-ci. On a exactement la même masse, mais ça occupe un volume 2 fois plus petit. Si on va au bout du raisonnement, ça veut dire que pour le même volume, donc ici, j'ai rajouté en bleu le volume qui manquait pour avoir le même volume qu'ici. Pour le corps B, c'est pas 8 éléments individuels que j'ai, mais c'est 16 éléments individuels. C'est-à-dire que pour 1 litre du corps A, la masse, et pour 1 litre du corps B, la masse du corps B est le double. La densité du corps B est 2 fois supérieure à la densité du corps A. La température, c'est une notion un peu moins facile à expliquer, enfin en termes simples, mais une des manières de voir la température, c'est la température, ça mesure l'agitation thermique, alors ou des molécules ou des atomes selon ce à quoi on s'intéresse. C'est-à-dire que ici, à gauche, j'ai représenté des atomes ou des molécules, comme vous voulez, à une certaine température.
ils ont tendance à... ils se déplacent en fait, ils bougent. C'est-à-dire que ils ont une certaine vitesse. Quand on prend une température plus élevée, donc là, me demandez pas si c'est 6500 degrés ou 250, les mêmes atomes, les mêmes molécules vont se déplacer beaucoup plus vite, tout simplement. Et donc, quand ils vont se rentrer dedans, quand ils vont taper, parce que même si celui-là, il va peut-être taper celui-là, celui-ci, il y a rien devant, mais il va taper dans le bord du conteneur, dans le bord du flacon. Celui-là, il va finir par taper celui-ci qui sera déplacé. Ils vont se rentrer dedans, ces atomes, ces molécules vont se choquer, vont se cogner à des vitesses qui ne seront pas du tout les mêmes. Plus la vitesse est élevée, plus l'énergie des chocs est importante et plus la température est élevée. Quand ces atomes ou ces molécules, que ce soit ici ou ici, n'ont plus aucune vitesse, c'est-à-dire qu'ils ne se baladent plus tout simplement, ils ne vont pas se rentrer dedans, ils ne vont pas se rencontrer. Quand ils sont totalement immobiles, on est au zéro absolu. Le zéro absolu, c'est une notion théorique en physique, parce que même dans l'univers le plus froid, le plus éloigné, au fin fond de rien du tout, entre deux galaxies hyper distantes, on n'atteint pas le zéro absolu. Le zéro absolu, c'est tout est immobile. De mémoire, on doit être dans les moins 273 ou 276 degrés Celsius. C'est très très froid, ça bouge plus, quoi. La mesure de la température, donc la mesure de cette vitesse de déplacement, de cette vitesse de choc, il y en a plusieurs. En degrés Celsius, en degrés centigrades, ceux qu'on utilise à peu près partout dans le monde, sauf chez les anglo-saxons, 0 degré, c'est la température de la glace qui fond. Tant qu'elle continue à fondre. Quand elle a fini de fondre, on n'est plus à 0. 0 degré, c'est la glace fondante. 100 degrés Celsius, c'est la température de l'eau qui bout à une pression atmosphérique normale, donc une atmosphère, donc la pression qu'on a qu'on respire à peu près tous les jours, sauf si on se tape un anticyclone ou une dépression. Mais 0 degré, c'est glace fondante. 100 degrés, c'est eau bouillante. Par convention, on aurait pu prendre une autre échelle et on aurait dit l'eau bouillante c'est 454 et la glace fondante c'est 32. Bon, c'était plus simple de dire glace fondante 0, eau bouillante 100. La pression, ça mesure la force qui est exercée sur une surface donnée. C'est-à-dire, si je pose ma main sur la feuille de papier et que j'appuie un peu, j'exerce une certaine force vers le bas sur cette feuille de papier. Cette force, elle est étalée, elle est répartie sur la surface de ma paume qui est en contact avec le papier. Maintenant, si je pousse beaucoup plus fort, mettons 3 fois plus fort, sur la même feuille de papier, la même surface de contact, mais j'ai une force 3 fois plus importante, j'ai 3 fois plus de pression. Donc cette pression, on va la mesurer en unité de force sur une unité de surface. On peut la mesurer en kilogrammes force par centimètre carré, on peut la mesurer en kilogrammes force par mètre carré, on peut la mesurer en newton par centimètre carré, en newton par mètre carré. C'est une question de convention, mais ça mesure la même chose. On va prendre un exemple, c'est quand vous allez faire la pression de vos pneus à la station-service. C'est mal dessiné, mais là c'est le pneu avec à l'intérieur les différentes molécules qui composent l'air. Ça, c'est le manomètre et le tuyau qui va entre les deux. Quand vous gonflez votre pneu à 2 kg, ça ne veut pas dire que vous avez mis une masse de 2 kg d'air à l'intérieur de votre pneu.
Ça veut dire que vous avez fait rentrer suffisamment d'air dans la chambre à air ou dans le pneu si vous êtes monté tubeless pour que les molécules d'air qui se déplacent, qui se choquent, poussent, appuient, exercent une force de 2 kg force sur chaque centimètre carré de votre chambre à air ou de votre pneu. Ça mesure l'intensité de la force avec laquelle l'air pousse sur chaque centimètre carré. Il y a plein d'unités, on peut être en kilos par centimètre carré, on peut être en PSI, donc en pound per square inch, donc en livres par pouce carré, c'est-à-dire que c'est une livre sur un carré qui fait 2 cm 5 sur 2 cm 5. Ça peut être en atmosphère, ça peut être en pascal. Les unités changent, mais ça mesure la même chose, c'est avec quelle intensité est-ce que je pousse sur une surface donnée. Maintenant qu'on a compris ce qu'était la pression, on va parler de la pression atmosphérique. La pression atmosphérique, c'est tout simplement le poids de l'air qui se trouve au-dessus de nos têtes. Ce que j'ai représenté ici, en petit, c'est la Terre. La Terre, elle a une masse. Autour de la Terre, il y a une couche d'air qui s'appelle l'atmosphère, alors qui fait grosso modo, on va dire 80, 90, 100 km, 120 km d'épaisseur. Hein, ça, tout le monde n'est pas d'accord sur où s'arrête l'atmosphère, mais il y a des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres d'air au-dessus de notre tête. Si je suis au sol et que je prends un carré d'1 mètre de côté, 1 mètre carré de surface, la colonne d'air qui est au-dessus, donc il faut imaginer un grand parallélépipède qui fait 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre et qui monte sur 100 km de haut, 80 km de haut, il contient des molécules qui composent l'air, il contient de la masse. Newton nous a expliqué que cette masse, elle allait être attirée par la masse de la Terre, et donc du coup, ça va exercer une force de l'extérieur vers le centre de la Terre qui va pousser sur ce mètre carré au sol. La pression atmosphérique, c'est ça. Grosso modo, on va simplifier, la pression, le poids de l'air qu'il y a au-dessus de notre tête, c'est à peu près 1 kg pour 1 cm carré. Le débit, ça mesure un volume qui passe, entre guillemets, c'est-à-dire qui va traverser un système en un temps donné. C'est-à-dire que, imaginez que là j'ai un tube, un tuyau coudé et puis une petite gamelle en bas. J'envoie de la flotte là-haut, peu importe, un tuyau d'arrosage, des gouttes d'eau, la pluie, c'est pas grave, qui va tomber dans un réservoir qui se trouve ici. Ici, en 1 minute, ces gouttes d'eau, elles m'ont rempli 5 mm de mon réservoir en 1 minute. Là, on a exactement le même système, si ce n'est que ça coule 2 fois plus vite. C'est-à-dire que le débit est 2 fois plus important. C'est-à-dire qu'en 1 minute, au lieu de remplir ma gamelle de là à là, 5 mm, je l'aurais rempli de là à là, 10 mm, donc 2 fois plus. Le débit, ça mesure le volume de gaz ou de liquide ou de boue ou de je ne sais quoi qui circule en un temps donné. Si j'attends 2 minutes, mon volume il sera le double. J'aurai rempli la coupelle. Si j'attends 3 minutes, ça aura débordé. Mais ça aura rempli ça 2 fois plus vite que ici. L'humidité relative, ça mesure le pourcentage, la proportion de vapeur d'eau qui est contenue dans l'air. Alors, le terme important ici, c'est vapeur, c'est-à-dire que l'eau existe sous différentes formes. L'eau liquide, l'eau sous forme de gaz, c'est de la vapeur d'eau, et l'eau solide, c'est de la glace. Ce qui nous intéresse, c'est
l'eau sous forme de vapeur dans l'air. Ici, j'ai représenté de l'air sec, c'est-à-dire que les points rouges, c'est les molécules des différents corps qui composent l'air, de l'oxygène, de l'azote, du CO2, différentes choses, peu importe. Là, on a de l'air sec, c'est-à-dire que j'ai 0% de vapeur d'eau. Maintenant, si progressivement j'introduis des molécules d'eau sous forme de vapeur, ça veut dire sous forme de gaz. On n'est pas sur de l'eau liquide. Je vais pouvoir en mettre un petit peu dans mon volume d'air. J'aurai de l'air sec mélangé à de la vapeur d'eau qui est diluée dans cet air sec et qui se comporte comme un gaz. C'est-à-dire chaque molécule est indépendante de l'autre. À un moment donné, je peux encore en rajouter. Cette eau va continuer à se comporter comme un gaz jusqu'à ce que j'arrive à un point où je ne peux plus rajouter de molécules d'eau. Ce point où je ne peux plus rajouter de molécules d'eau dans ce volume d'air, c'est que j'ai atteint 100% d'humidité relative. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, si je continue à mettre de l'eau, à injecter des molécules d'eau dans ce volume d'air, mon eau ne se comportera plus comme un gaz, mais va se transformer en liquide. C'est-à-dire que si je continue à ajouter des molécules d'eau dans ce volume d'air, ces molécules, elles vont se condenser, elles vont se regrouper et elles ne seront plus à l'état gazeux, elles vont passer à l'état liquide. C'est-à-dire que je vais me retrouver avec de l'air saturé, plus que saturé, en vapeur d'eau, et du coup, cette eau va devenir liquide. Ça va faire des micro-gouttelettes d'eau liquide. C'est ça qui constitue le brouillard, par exemple. Et si on continue à en ajouter, ces gouttelettes qui étaient microscopiques et qui tenaient encore dans l'air, qui flottaient, elles vont devenir tellement massives que l'attraction va les faire tomber et ça donnera de la pluie. Donc 0% d'humidité relative, c'est je suis dans de l'air sec, il n'y a pas du tout de vapeur d'eau. 100% d'humidité relative, c'est je suis au maximum de la quantité d'eau que je peux, sous forme gazeuse, que je peux mélanger à l'air avant que cette eau ne devienne liquide. Et ce qui est intéressant à comprendre, c'est que la quantité d'eau sous forme de vapeur que je peux mélanger à de l'air, donc qui est un gaz, ça dépend de la température. Plus la température de l'air est élevée, plus je vais pouvoir mettre de grammes d'eau sous forme de vapeur d'eau. Plus cet air va être froid, moins je vais pouvoir mettre de grammes d'eau avant qu'il ne se transforme en liquide. Si vous faites de la pâtisserie, c'est exactement comme dissoudre du sucre dans de l'eau. Si l'eau est chaude, on peut mettre beaucoup de sucre. Il va rester sous forme liquide, on va avoir un sirop. Si vous faites refroidir ce sirop, les molécules de sucre qui sont dispersées dans l'eau ne vont pas rester sous forme liquide et vont s'agglomérer. Ça va vous faire des cristaux et votre sirop va cristalliser, c'est-à-dire que le sucre, en excédent, va redevenir solide. C'est pareil pour l'air humide. Alors on a à peu près fait le tour des notions de base. Si vous avez tenu jusque-là et que vous avez regardé la vidéo presque jusqu'au bout, vous méritez mon plus immense respect parce que ça doit être particulièrement imbuvable. Dans la prochaine, on va passer à des choses un petit peu plus pratiques. On va utiliser le diagramme, on va voir comment l'appliquer aux mesures qu'on fait sur le panneau et comment enfin savoir quelle est la puissance instantanée d'un panneau solaire à air chaud. À la prochaine!